Donald Trump vient de déclencher une nouvelle salve tarifaire contre le Mexique et l'Europe. De son côté, Pékin limite et cible à son tour les exportations européennes. Comment réagira l'UE prise en étau et quel camp choisira-t-elle ? Bonjour à tous, c'est une première dans l'histoire économique des États-Unis. Les droits de douane ont dépassé les 100 milliards de dollars depuis le début de l'exercice fiscal. Grâce à cette manne, Washington a même enregistré un excédent budgétaire de 27 milliards en juin. Le secrétaire au Trésor américain s'est félicité de ces chiffres et a déclaré qu'il s'agissait de droits de douane records, sans inflation. Cela dit, il semble que ce n'était qu'un échauffement, car Donald Trump vient de frapper fort. À partir du 1er août, les produits européens et mexicains seront taxés à hauteur de 30%. L'objectif affiché, corriger les déséquilibres commerciaux chroniques et forcer ses partenaires à ouvrir leur marché. Trump a prévenu que ceux qui résistent pourraient être taxés encore plus lourdement. Le Mexique est aussi sommé de lutter davantage contre les cartels et le fentanyl. La réaction en Europe ne s'est pas fait attendre. Emmanuel Macron a exprimé une très vive désapprobation et appelle Bruxelles à riposter avec des contre-mesures crédibles si aucun accord n'est trouvé d'ici la date fatidique. De son côté, Ursula von der Leyen se dit prête à négocier, mais aussi à riposter si nécessaire. Et pendant que Washington et Bruxelles croisent le fer, Pékin joue un double jeu. En effet, la Chine vient d'annoncer des droits de douane allant jusqu'à 34,9% sur le brandy européen et exclut désormais la plupart des entreprises européennes de ses appels d'offres dans le secteur médical. Et ce, alors même que le chef de la diplomatie chinoise a clairement demandé à l'Union européenne de soutenir la Chine face à la pression grandissante des États-Unis. Une posture ambiguë donc dénoncée à Bruxelles, car comment soutenir un partenaire qui vous pénalise tout en courtisant votre appui stratégique ? L'Europe se retrouve donc tiraillée entre deux géants. Cela dit, la sécurité européenne reste soutenue par Washington à travers l'OTAN et son plus gros client à l'exportation est également les États-Unis. Ainsi, selon un professeur d'études internationales de l'Université de Saint-Thomas, entre Washington et Pékin, l'Europe penchera presque certainement vers les États-Unis. Et toujours au sujet de l'OTAN, le président américain affirme avoir conclu un accord avec l'OTAN pour fournir des armes à Kiev. Mais avec une nuance de taille, ce sont les membres de l'Alliance qui paieront la facture. Dans une interview donnée à NBC News, le président américain a précisé que les armes partent des États-Unis vers l'OTAN et c'est l'OTAN qui rembourse à 100% leur coût. En clair, Washington fournit des armes mais n'en assume plus entièrement les frais. L'accord aurait été finalisé lors du sommet de l'OTAN en juin dernier. Mark Rutte, le tout nouveau secrétaire général de l'Alliance, a confirmé une discussion avec Trump sans pour autant évoquer publiquement cet accord. Cependant, dans un message publié sur X, il a appelé les membres de l'Alliance à accélérer les livraisons d'armes et de défense antiaérienne à l'Ukraine face aux frappes russes de plus en plus intenses sur les civils. Du côté américain, le Pentagone a confirmé qu'il enverrait des armes défensives supplémentaires à l'Ukraine sur ordre de Trump. Le détail de ces livraisons reste confidentiel, mais tout porte à croire qu'il s'agit notamment de systèmes de défense anti-aérienne, comme les célèbres batteries Patriot, très demandées par le président ukrainien Zelensky. D'ailleurs, le secrétaire d'État américain a indiqué que des discussions étaient en cours avec des pays européens pour qu'ils acceptent de retarder la réception de leurs propres batteries Patriot en les redirigeant vers l'Ukraine. Dernière information, Donald Trump a annoncé qu'il ferait une déclaration importante au sujet de la Russie ce lundi 14 juillet, bien que pour le moment, aucun détail n'est filtré. Et pendant ce temps, en France, un nouveau bras de fer institutionnel s'ouvre autour de la loi agricole dite Duplon, votée début juillet. Vendredi, plusieurs groupes de gauche ont officiellement saisi le Conseil constitutionnel pour faire censurer ce texte qu'ils jugent dangereux pour l'environnement, la santé et la démocratie. Au cœur de la polémique, la réintroduction sous condition de l'acétamipride. Ce pesticide de la famille des néonicotinoïdes, interdit en France mais toujours autorisé en Europe, est accusé d'effets nocifs sur les abeilles et la santé humaine. La loi permet son usage immédiat avec un simple réexamen prévu dans 3 ans. Mais pour les insoumis, les écologistes, les communistes et les socialistes qui ont déposé 2 recours distincts, cette dérogation n'est ni suffisamment encadrée, ni justifiée par une menace agricole grave, comme la loi l'exigerait. Ils y voient une atteinte au principe constitutionnel de précaution et de protection de la santé. Tandis que du côté des défenseurs du texte, certains dénoncent une instrumentalisation de la science.
La rédactrice en chef du journal Le Point accuse les opposants de s'appuyer sur des études douteuses. Elle rappelle que l'autorité européenne de sécurité des aliments maintient l'autorisation de l'acétamipride, jugeant les risques pour l'homme ou l'environnement insuffisamment établis. Cela dit, les pesticides ne sont pas les seuls griefs. Les requérants pointent aussi les facilités données à l'élevage intensif avec moins d'obligations d'information du public, ou encore la présomption d'intérêt général majeur pour certains projets de stockage d'eau, les mégabassines, qui court-circuiteraient selon eux l'évaluation des impacts environnementaux. Enfin, la forme même du vote est attaquée. À l'Assemblée, le rapporteur du texte, pourtant favorable, a lui-même proposé une motion de rejet empêchant tout débat. Une manœuvre que la gauche considère comme un détournement du processus démocratique. Le Conseil constitutionnel tranchera dans les prochaines semaines. Et on passe à un dossier explosif qui revient en haut de la pile à l'Élysée, celui de l'influence croissante des frères musulmans en France. Lundi dernier, à la demande d'Emmanuel Macron, un conseil de défense exceptionnel s'est réuni pour tenter de poser un cadre plus ferme à la lutte contre ce qu'on appelle désormais l'entrisme islamiste. En clair, l'infiltration discrète mais persistante d'organisations proches des frères musulmans dans les sphères éducatives, culturelles, religieuses et parfois politiques. Cette réunion survient après la publication d'un rapport très commenté et embarrassant sur l'ampleur du phénomène. Le président a jugé les premières réponses du gouvernement largement insuffisantes et veut désormais passer à la vitesse supérieure. Macron appelle à une nouvelle loi d'ici la fin de l'été, avec des sanctions administratives et financières plus sévères. L'objectif affiché, assécher les financements étrangers qui alimentent certaines mosquées, associations ou centres culturels soupçonnés de diffuser l'idéologie des frères musulmans. Parmi les leviers, le gel des avoirs et l'élargissement du pouvoir de dissolution administrative, notamment aux fonds de dotation souvent utilisés comme relais financiers. Et pour les associations qui bénéficient de subventions publiques, des amendes quotidiennes sont prévues en cas de non-respect des contrats d'engagement républicains. Le Conseil a aussi rouvert le dossier sensible de la formation des imams. Le but est de limiter l'influence des pays étrangers dans la prédication en France. Mais entre la loi de 1905 sur la laïcité qui interdit à l'État de financer une religion et les limites budgétaires, l'État reste pour l'instant incapable d'encadrer réellement cette formation. Pour finir, Emmanuel Macron veut aussi éviter les amalgames. Il a donc annoncé une rencontre avec le Forum de l'Islam de France pour rassurer les représentants du culte musulman. Il faut dire que beaucoup craignent des généralisations dangereuses, voire une stigmatisation sous couvert de sécurité. Et pour terminer ce journal, puisque nous sommes le 14 juillet, jour de rupture avec l'ordre ancien, c'est peut-être le moment idéal pour revisiter un autre grand pan de notre histoire, lui aussi trop souvent caricaturé, les croisades. Vous en avez sûrement déjà entendu parler comme d'un symbole de l'oppression occidentale, d'un colonialisme chrétien, voire d'un fanatisme religieux. Mais voilà qu'un livre, Les Croisades, Histoire et idées reçues, vient remettre un peu d'ordre et surtout de nuances dans tout ça. Cet ouvrage, publié par un collectif d'historiens, démonte rigoureusement les idées reçues. Premier constat, non, les croisades ne sont pas cette pure entreprise impérialiste, raciste et misogyne qu'on caricature parfois de nos jours. D'ailleurs, les femmes, longtemps invisibilisées, étaient pourtant bien présentes. Elles pouvaient être pèlerines, mécènes, régentes, voire même combattantes, comme Marguerite de Beverly qui a participé à la défense de Jérusalem en 1187. En réalité, les croisades relèvent davantage d'un phénomène complexe enraciné dans la culture médiévale chrétienne, avec ses contradictions, ses motivations spirituelles autant que politiques. Les auteurs expliquent entre autres qu'à l'époque, on ne parlait même pas encore de croisade. Les mots utilisés sont plutôt pèlerinage, voyage, passage outre-mer. C'est dire si le concept est bien plus flou que ce qu'on imagine. Et sur le plan religieux, les auteurs posent aussi une question importante. Peut-on comparer la croisade au djihad ? Et figurez-vous que leur réponse est non, car la croisade est un phénomène circonstancié limité à quelques siècles, et non fondamental dans le christianisme. Tandis qu'à l'inverse, le djihad occupe une place théologique beaucoup plus centrale dans l'islam. D'ailleurs, ce livre rappelle une vérité capitale. Les croisades ont toujours suscité des débats, y compris à l'époque. Ce sont des clercs et des laïcs chrétiens eux-mêmes qui parfois ont dénoncé ces expéditions. Et quant au monde arabo-musulman de l'époque, il a souvent vu dans les croisades une nuisance locale, mais sans en faire un traumatisme collectif. Et ainsi s'achève ce journal, merci à tous de l'avoir suivi, on se retrouve demain à 13 h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu, très bon après-midi et à demain.